Salut les devins, c'est Saiki, on se retrouve pour mon résumé du chapitre numéro 67 du manga Boruto avec la preview du chapitre 68, tout cela de manière complète et traduit bien sûr en français. Je remercie une fois de plus Organic Dinosaur pour nous avoir transféré ces informations-là depuis le magazine V-Jump, et tout comme le mois dernier, ça vous avait bien plu comme ça d'ailleurs, je vais me permettre de rendre plus digeste le propos que Organic Dinosaur elle-même nous a retranscrit, pour rendre le résumé, je l'espère, plus intéressant à vos yeux. Et en parlant de voir, vous pourrez voir durant cette vidéo-là diverses images et visuels issus directement du chapitre. Une fois n'est pas coutume, le chapitre numéro 67 nous laisse directement là où le 66 nous a laissé, avec ce qui nous est affiché comme la mort de Boruto. Shikamaru et Naruto sont en état de choc, ils veulent voir son corps, pouvoir l'examiner et faire un état des lieux. Est-il réellement mort, blessé ou autre? De notre côté, Shikamaru est toujours tenu en otage par Code et ce dernier va entamer une discussion avec son acolyte Ada. Ada qui porte toujours son petit frère sur elle-même, qui est toujours endormie mais pas pour longtemps. Et cette discussion-là mettra en avant le fait que Ada refuse tout simplement que Code utilise désormais Kawaki comme nourriture pour le Jubi. Et elle pourrait même s'en prendre à Code si cela venait à se produire. Vu que Boruto est mort, il ne reste plus qu'un être pour pouvoir nourrir le Jubi. Code n'a pas de réponse particulière à cela, mais il établit le fait que ce que vient de faire Kawaki est considéré selon Code comme un acte divin, un acte qu'il respecte étant donné que Kawaki était sous forme Kawashiki, en mode donc de transformation Ishiki Otsutsuki, et vous savez qu'il vénère les Otsutsuki et en particulier Ishiki, tels des divinités. Code malgré tout va penser à sa porte de sortie et va poser ses fameuses marques au sol. Kawaki les remarque mais ne fait rien pour le moment. Et une toute petite discussion va s'engager d'ailleurs entre ces deux jeunes emplis de pouvoir me direz-vous, mais jeunes malgré tout, avec Code qui va dire à Kawaki que les pouvoirs qu'il vient d'obtenir sont phénoménaux, mais qu'il reste malgré tout prisonnier d'une certaine situation et de manière détournée sous l'emprise d'Ishiki, même si Ishiki ne l'habite plus réellement. Mais Code estime qu'il y a toujours une forme de dépendance vis-à-vis des pouvoirs Otsutsuki, de l'emprise Otsutsuki, et que Kawaki ne pourra jamais rien y faire. Kawaki n'a pas envie de tailler le bout de gras, mais au contraire de taillader du Code, et il va venir le latter avec quelques coups de pied, ce qui va libérer Shikamaru. Il n'est donc plus un otage, opération de sauvetage réussie, et Code va tenter de s'échapper, par les fameuses marques qu'il venait de déposer. Mais cela ne surprendra pas Kawaki. Kawaki avait toujours son œil, celui que l'on appelle le Dharmagan, d'activer le pouvoir de Ishiki, qui permet de rétrécir par exemple certains éléments à sa guise, et il va se permettre de rétrécir la taille des marques de griffes de Code. Et elles deviennent tellement minuscules que Code ne peut plus les utiliser. Et cela a le don de me rappeler les propos d'Itachi dans Naruto, et notamment Naruto Shippuden, qui nous expliquait que même les techniques les plus spectaculaires, les plus imprenables, ont toutes une faille. Et la faille, Kawaki vient de la trouver. Et au-delà de trouver la faille, Kawaki veut en finir avec Code. Il dit qu'il est dans une situation où il n'a pas grand chose à perdre et surtout qu'il est prêt à tout. Et cela n'est pas que des paroles en l'air. Il vient de tuer son propre frère. Alors douterait-il au moment de tuer un être repoussant à ses yeux tel que Code? Absolument pas. C'est alors qu'il va tenter de le transpercer également, avec les bâtons noirs, vous savez, Otsutsuki. Mais bon, même si Code n'a pas l'ultra instinct de Son Goku, il va esquiver. Il va arriver à échapper à cela malgré la surpuissance de Kawaki et le combat se lance. Pendant que Naruto est en train d'essayer de sauver son fils, ou en tout cas de désespérer vis-à-vis de sa mort, Shikamaru est en train de récupérer de son étranglement et sa prise d'otage, Ada qui se pose des questions par rapport à Kawaki et tout ça, le Daemon qui est en train de dormir, le combat se lance entre Code et Kawaki. Cependant, et Code va le réaliser lui-même, le combat est totalement à l'avantage de Kawaki. Pourtant, Code est loin d'être ridicule, mais Kawaki le surclasse en toutes circonstances. Cela va donner un petit peu de répit au plus fin stratège que nous connaissons à Konoha, Shikamaru, accompagné de son Hokage, Naruto. Il tient toujours Boruto dans ses bras, il est inerte, sans vie. Shikamaru tente de prendre un peu de recul, d'analyser la situation comme on le connaît bien. Naruto, lui, va se mettre à désespérer, comme tout père pourrait le faire à un tel moment. Il va même crier pour que son fils puisse revenir à la vie, pour qu'il donne le moindre signe de vie. Shikamaru se trouve dans un état de stress absolument incroyable lorsqu'il constate de la situation et qu'il voit le trou gigantesque dans la poitrine du petit Boruto. Naruto a l'impression de vivre dans un cauchemar et il se met à délaisser totalement la situation, au point même de désactiver son mode Sennin, chose que Shikamaru remarquera, lui demandera de le réactiver, lui demandera de se reconcentrer sur le combat, mais cela est impossible pour Naruto. Il a perdu tout sens des réalités et on ne peut que le comprendre. Shikamaru essayera même de crier sur Naruto,
ça ne marchera pas. Mais comme vous l'avez compris, ce n'est pas la seule scène sur laquelle nous devons poser nos regards, il y a aussi un combat qui a lieu, Code face à Kawaki, et le combat est rude, ça explose dans tous les sens, ça virevolte, les chorégraphies de combat s'enchaînent, au point même que Code finit par être blessé par les attaques de Kawaki. Code se fait même chasser par Kawaki, il y a une chasse à l'homme qui est en train de s'opérer. La domination de Kawaki est absolue sur Code, et en plus de cela, Shikamaru suggère à Naruto d'aller se joindre à Kawaki pour mettre clairement un terme à la menace, que Kawaki et Naruto se battent ensemble, comme ça on peut passer à autre chose et se concentrer sur Boruto. Mais Naruto ne peut pas entendre, ne peut pas écouter, il est absorbé par cet autre monde funeste, ce regard glaçant sur son fils dont la vie semble l'avoir quitté. Mais bon, Kawaki n'a pas réellement besoin de Naruto, il prend le dessus amplement, mais Code a une nouvelle botte secrète dans sa manche, elle n'est pas si secrète que ça, on la connaissait déjà. Lorsque Kawaki va attaquer Code, une drôle d'explosion va se produire. Ce n'est pas celle qui est directement liée à l'attaque de Code, c'est comme si un miroir réfléchissant venait d'attaquer Kawaki. Une énorme explosion se produit sur le champ de bataille et Kawaki est même touché par ce coup-là. C'est comme si Code avait pu rétorquer d'une manière assez incroyable alors qu'il était absolument dominé de long en large. Une fois toute cette pyrotechnie dissipée, on remarque que Code est plutôt avachi sur le sol et qu'il a ramené juste devant lui Daemon, le petit frère de Hada. Il l'a réveillé, il a pu disposer brièvement ses marques de griffes, Kawaki n'a pas eu le temps ou n'a pas pu le voir pour les réduire, le petit Daemon est là et je vous rappelle que son pouvoir et réfléchissant de l'attaque qu'il reçoit. La logique en quelque sorte derrière tout cela, c'est de ramener le petit Daemon face à l'attaque que Kawaki avait envoyée sur Code. Au final, Daemon s'en est retrouvé être la cible. Son pouvoir s'est alors activé, non pas le Senrigan mais celui qui vient réfléchir les attaques qu'il reçoit, et l'a renvoyé directement sur Kawaki. Et c'est absolument dévastateur, étant donné que Kawaki en mode Kawashiki est désormais blessé. Code n'a pas su retourner la situation à lui tout seul, mais il reprend d'une certaine manière en étant lui aussi dépendant. Le paradoxe est là. Il disait que Kawaki dépend du pouvoir des autres, Code dépend du pouvoir de Daemon, un petit inconnu qu'il vient de rencontrer il y a quelques heures ou jours à peine. Et Daemon est partant, pour cela il veut réellement briser Kawaki. Il veut le faire disparaître, mais Code va refuser, en disant qu'il est temps de partir, le combat est terminé, il vaut mieux en rester là, sûrement par rapport à ses accords avec Hada. Et elle va plus que s'empresser de rappeler la situation à Code en lui disant « Je t'étriperai si tu en arrives à faire dévorer Kawaki ». Mais bon, Kawaki est toujours vivant, et Code peut se permettre de rassurer Hada. Une fois de plus, il prend la décision de se retirer du combat, mais pas en emmenant Kawaki avec lui, mais simplement avec l'objectif de retirer son limiteur, la fameuse limitation de pouvoir qui le bride que Amado lui a apposée, et revenir plus fort que jamais et peut-être plus fort que Kawaki. Alors une fois que Code s'est retiré, plusieurs discussions vont se lancer, dont une qui va être un beau retournement de situation, mais avant cela, Shikamaru, Naruto, à propos de Kawaki. Et au final, les deux ne sont pas vraiment dans la haine envers Kawaki. Ils sont frustrés, énervés, dans une colère folle du fait qu'il ait tué son propre camarade, son frère et le fils de Naruto, mais en même temps ils le comprennent. Ils comprennent que c'était son frère, que Boruto acceptait et voulait cela, et que tôt ou tard, au final, si ce n'était pas Kawaki, ça serait peut-être eux-mêmes, Naruto son propre père, qui aurait dû tuer son rejeton. Malgré tout, il faut prendre des décisions, de l'ordre plutôt politique, voire géopolitique. Ramener Kawaki à Konoha ou pas? Quelles sanctions lui appliquer? Comment limiter ses pouvoirs? Comment faire en sorte que Kawaki cesse d'agir au nom de Naruto sans même aller le questionner sur le sujet? Bien que loin d'être radical, Shikamaru prend plutôt la voie punitive vis-à-vis de Kawaki, ce qui peut être compréhensible, tandis que Naruto veut toujours le garder sous son épaule. Il a du respect vis-à-vis de la relation qu'il entretenait avec son fils, et lorsque Shikamaru va tenter de le ramener à la réalité, Kawaki a tué son fils, Naruto va froidement crier sur Shikamaru, d'une manière dont on l'a rarement vu le faire dans tout le manga Naruto, Shippuden et Boruto. Alors pour conclure, ce chapitre va poser sur la table la thématique des yeux bleus de Boruto et de sa mort, dont le cadre est posé depuis un bon chapitre. Eh bien c'est Boruto qui va tout d'un coup s'agiter. Son kama est toujours présent dans sa main. Cette main d'ailleurs commence à se lever, cette même main qui semble bouger de manière très fantomatique, qui pourrait même nous rappeler certaines œuvres flirtant autour de la thématique du zombie, outrepassant les limites de la vie et de la mort et commençant à s'agiter. Cette main-là, emplie du kama de Momoshiki, va même donner une sorte de coup en pleine poitrine de Naruto. C'est alors que les yeux de Boruto s'ouvrent, sa blessure à la poitrine se referme. Il reprend vie de manière tout à fait miraculeuse. Le choc est encore plus total, ni Shikamaru ni Naruto ne sont en mesure d'expliquer cela,
et Boruto s'assoit. La seule réaction de Naruto sera de reprendre un petit peu la raison, d'enlacer son fils dans ses bras le plus fort possible et de pleurer, tout simplement de pleurer. Shikamaru est dans l'incompréhension totale, il est plus pragmatique que Naruto, et au vu de la blessure dont il souffrait, il comprend que cette situation est absolument impossible. Cela relève de l'irréel. Mais la thématique du Kama va revenir sur la table. On comprend qu'il s'est passé quelque chose qui est lié à Momoshiki. Et justement, lorsque l'on parle du loup, il ne nous montre pas que sa queue, mais aussi sa silhouette, car tout d'un coup, comme cela arrive de manière ponctuelle dans l'œuvre Boruto, les nuages apparaissent, le temps semble se figer, Momoshiki apparaît. Il se tient devant Boruto, la discussion et l'explication qui en découlera sera simple, et vous étiez d'ailleurs nombreux à m'en parler lors de mes précédentes vidéos. Si Boruto meurt, Momoshiki meurt, c'est aussi simple que cela. Momoshiki se devait alors de faire absolument tout ce qui est en son pouvoir pour maintenir son hôte en vie afin que sa propre âme, en tant que Momoshiki, puisse continuer à perdurer à l'intérieur de Boruto. Leurs vies sont liées, ou du moins Momoshiki est extrêmement dépendant de la vie de Boruto. Boruto va poser une question Shikamaruesque, bien plus en phase avec la réalité, en lui disant « Mais attends, c'est bien beau, tu as des pouvoirs, tu m'as ramené à la vie, mais comment as-tu fait pour guérir une telle blessure ?» Momoshiki va lui dire que ce n'était pas une mince affaire. Il ne va pas le dire en ces mots-là, mais il nous fait comprendre que même si c'est similaire à ce que Kurama faisait pour Naruto en le guérissant à l'époque, c'est quand même plus compliqué ce qui vient de se produire là, et ça n'est pas dit non plus, mais on pourrait supposer que c'est peut-être un coup unique, ces fameux soins qui viennent de lui être prodigués, parce qu'il lui explique que le cœur et les poumons étaient détruits en Boruto, en tout cas une belle partie, et que la quantité de sang perdu était phénoménale. Il aurait dû mourir, et c'était d'ailleurs déjà le cas. Cette mort était entamée, mais Momoshiki a fait tout ce qu'il a pu, et pour le sauver, et se sauver lui-même, il a fait usage de ses 2 Byakugan pour faire en sorte que le Kama de Boruto puisse s'étendre plus que de raison, plus que de normal, jusqu'à ce qu'il atteigne la zone de blessure de Boruto, à savoir sa poitrine. Il fallait que le tatouage, si vous me permettez l'expression, du Kama, touche physiquement cette poitrine blessée. Mais si c'était aussi simple que ça, bon, on pourrait le refaire. Là où ça devient plus compliqué, à la fois pour l'avenir de Boruto, mais aussi pour celui de Momoshiki, qui devient nettement plus énervé en l'expliquant, c'est que le Kama a permis à ce que de nombreuses données soient décompressées à l'intérieur du corps de Boruto, pour permettre à la résurrection de Momoshiki. Et on savait qu'il était à peu près à 80%. Plus précisément, Momoshiki nous dit que c'était 82%. Et si la décompression des 18% restants avait eu lieu, Momoshiki aurait pris totalement possession du corps de Boruto. Ça, c'est la normale. Mais il va dire, Momoshiki, avec un agacement incontestable, que si le réceptacle était détruit, ça ne servait à rien. Toute cette décompression, ces 82%, tout partait en fumée. Donc alors, il a dû prendre une mesure d'urgence. Il a fait en sorte de changer, de transformer les 18% restants de Kama qui devaient être décompressés, ces fameuses données qui étaient latentes en cours de réinscription, il les a transformées en nouvelles cellules pour reformer, reconstruire la poitrine de Boruto. D'une certaine manière, les 18% restants, il les a transformés en du Boruto, une nouvelle partie de Boruto mais qui est en matériau Otsutsuki si vous voulez. Pour donner une image à titre de comparaison, si le corps de Boruto était une maison, que celle-ci avait une brèche, Momoshiki se serait alors empressé de colmater cette brèche-là en faisant de sorte qu'elle ait à la fois la texture, la forme, la couleur de la maison, donc de Boruto, mais il aurait fait cela en utilisant des matériaux de marque Otsutsuki. Alors la comparaison est drôle, mais c'est cela qui s'est produit, et cela a une lourde conséquence. Implicitement, je suppose, et vous me direz en zone commentaire, que Momoshiki ne pourra plus faire cela, vu qu'il a misé sur les 18% restants, mais surtout, Momoshiki ne pourra plus renaître dans le corps de Boruto. Sa résurrection est bloquée, en tout cas si l'on en croit les propos de Momoshiki, et il a l'air suffisamment agacé pour qu'on le croie. Le mensonge est toujours possible, il a toujours pu cacher quelque chose, mais quand l'on constate que Boruto dans l'épisode et chapitre 1 adulte utilise le Kama sans que Momoshiki ne se soit manifesté ou ait repris possession de son corps, on peut supposer que les propos de Momoshiki soient vrais. Cela n'empêche pas que Momoshiki ait aussi une idée en tête, une idée pour renverser la situation tôt ou tard. Mais là, pour le moment, il est obligé de coopérer, d'aider Boruto, quitte à sacrifier sa propre résurrection si lui-même Momoshiki veut se maintenir en vie. Mais attention, si j'ai pris cet exemple de la maison à reconstruire et à colmater, c'est pour une bonne raison. C'est que Boruto était à 82% Otsutsuki réécrit, et la réparation qui vient d'avoir lieu, cette guérison, est aussi de nature Otsutsuki, même si c'est venu colmater son corps avec une apparence borutoesque. Eh bien, cela fait de lui un Otsutsuki à 100%.
complet. Boruto est donc toujours éligible à se faire dévorer par Jubi. Code peut toujours l'utiliser. C'est également sûrement pour ça qu'il n'était pas trop dérangé, ce même Code, lorsque Ada lui a dit non mais n'utilise pas Kawaki. Code devait alors avoir un petit coup d'avance et se dire que Momoshiki ne laisserait pas la mort de Boruto se produire et que le corps de Boruto serait toujours utilisable pour se faire déguster. Mais c'est alors que Boruto, malgré cette situation totalement ubuesque, va demander à Momoshiki « Mais qu'en est-il de ta fameuse prophétie concernant mes yeux? Mes yeux bleus me déposséderont de tout. » C'est quelque chose qui, vous, très cher devin qui m'écoutez, et moi-même, nous a beaucoup marqué. Eh bien, le sujet est posé sur la table, et Momoshiki lui dit que ce n'est pas encore arrivé aujourd'hui, ce n'est pas à ça qu'il faisait référence. Il lui dit, fermement, clairement, que Boruto perdra tout ce qu'il a aujourd'hui de plus cher. Et qu'en soit aujourd'hui, même si la journée n'a pas été de tout repos, Boruto n'a encore rien perdu. Momoshiki va même reprendre du poil de la bête et rigoler, en disant qu'il ne faisait absolument pas référence à cette situation-là et que lui-même, Momoshiki, n'a pas la réponse exacte, précise de ce qu'il va se produire, mais que cela devrait se produire bientôt, bien assez tôt pour être précis. Et cela va apeurer légèrement Boruto. Le chapitre numéro 67 va se clôturer en ces pages-là, mais en transitant vers plutôt du Code, du Daemon, du Ada, et les deux plus âgés de ce groupe-là vont s'entretenir au sujet d'Amado. Il y a quand même une problématique pour lever la limitation. Il est sous l'asile de Konoha. En plus, Code n'a pas de marque permettant la téléportation, il en reste peut-être autour du village, je me dis, mais il n'y en a pas à l'intérieur du village, pour s'en prendre en 2-3 mouvements à Amado. Alors Ada demande à Code quel est son plan pour s'approcher d'Amado, et Code se veut rassurant. Il pense qu'il n'y a aucun problème à cela, et qu'il a déjà pensé à tout, et cela pourrait potentiellement avoir un lien avec Shikamaru. Mais mes très chers devins, avant de vous partager la preview du chapitre 68, j'aimerais quand même vous rappeler qu'il y a une autre porte d'entrée dans Konoha, et elle n'est autre qu'en la personne de Kashin Koji. Kashin Koji peut passer les barrières de détection de Konoha sans alerter qui que ce soit. Si jamais, pour je ne sais quelle obscure raison, Code arrivait à en faire en sorte que Kashin Koji aille lui prendre Amado, ou qu'il obtienne d'Amado la technologie ou le mot de passe ou je ne sais quoi pour lever la limitation, ça serait également bon. Pour le moment, la fin du chapitre nous suggère Shikamaru. Nous verrons vers où cela nous mène, mais justement, en parlant d'avenir, la preview officielle du chapitre 68 nous dit que le combat à mort a trouvé son terme. Cette même preview nous dit que leur histoire, supposément celle de Boruto et de Kawaki, est toute prête à se trouver de nouveaux enjeux et que cela se fera en parallèle de certains signaux annonçant de la prochaine catastrophe imminente. Donc si j'en crois ces propos-là, on n'aura pas réellement le temps de souffler dans le manga Boruto avec le 68, 69, 70 et j'en passe. Quelque chose d'encore plus bouleversant, une catastrophe serait imminente. En tout cas, de manière encore plus imminente, là tout de suite, j'espère que cette vidéo, à son terme, a su vous informer, vous plaire, vous divertir. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus, à vous abonner et activer la cloche. Je vous le dis très sincèrement du fond du cœur pour toute la force que vous apportez à mes vidéos, Boruto, à ma chaîne YouTube en général. Merci vraiment pour tout. Prenez tous extrêmement bien soin de votre futur et à plus pour de prochains arts divinatoires.